Philophile. Philophile sur France Inter jusqu'à 1h moins le quart. Tiens-toi, me disait ma grand-mère, se tenir et si possible bien, avoir quelques principes de base, suivre une ligne, autant de souhaits que nous avons tous en tête, pas forcément tout le temps, mais au moins à un certain moment important de notre existence. Et c'est tant mieux, parce que vivre ne suffit pas. Il faut un sommet de vie. Apprenons donc, écrit notre invité, dans un petit précis de morale. Sur la couverture du livre, les dés sont jetés avec chacun une des lettres du mot moral. Assis tout en haut de la pyramide, sur la lettre M, un petit bonhomme a l'air bien embêté. Comment faire, semble-t-il se demander. Comment faire dans un monde où l'on nous parle de respect, de liberté, de valeur, mais où la morale, justement, n'est pas aimée. Ça fait trop d'honneur de leçons. Peut-être que la réflexion de Bertrand Vergely nous permettra de nous réconcilier avec tout ça. Bonjour Bertrand Vergely. Bonjour. Mal aimer la morale ? Mal aimer la morale parce que confondue avec ce qui n'est pas elle. Je crois qu'on est préoccupé par des problèmes sociaux, politiques. Le problème des gens, c'est le problème de la violence et c'est le problème du pouvoir. Alors, quand il y a trop de violence, c'est pas vivable, et quand il y a trop de pouvoir par rapport à la violence, c'est pas vivable non plus. Donc le débat que l'on a, c'est faut-il plus ou moins de répression à l'intérieur de la société? Ça, c'est un problème de police, c'est pas un problème de morale. La morale, c'est autre chose. C'est-à-dire que la morale, ça n'est pas l'éthique et ça n'est pas non plus les valeurs. Non. En réfléchissant sur ces questions, j'ai distingué l'éthique qui est du domaine du réel, du pragmatique. Je suis éthique quand je veux m'adapter à la réalité et trouver la meilleure règle pour être dans la réalité. L'éthique est de type médical. J'essaie de trouver pour quelqu'un le régime qui lui va le mieux. La morale, c'est la personne, c'est personnel. La meilleure définition de la morale que je connais, c'est une mère de famille qui dit à son enfant « Mon chéri, j'aimerais ne pas avoir à te répéter qu'il faut ranger ta chambre pour que tu la ranges. » Autrement dit, je voudrais que les choses viennent de toi librement et consciemment. Qu'est-ce qu'on aime en morale? On aime l'humanité idéale. Imaginez que tout le monde fasse les choses uniquement par volonté et conscience, il n'y aurait plus besoin d'État. Plus besoin de police. On serait dans l'humanité idéale. Et donc, je suis moral quand j'agis librement, et j'agis librement en conscience, même si ça m'arrange pas. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas plus anticonformiste que la morale bien vécue, et c'est le règne de la liberté et pas de la répression. Oui, mais tout de même, on ne peut pas dissocier l'éthique, les valeurs et la morale. Non, parce qu'il faut tout être. Alors, si je mets les valeurs, c'est l'aspect créatif, individuel, vivant. Je suis dans les valeurs quand ce qui m'intéresse, c'est les individus vivants, indépendamment du réel et indépendamment de l'exigence de faire les choses par liberté et conscience. Et la morale ne s'intéresse pas aux individus vivants? Non, la morale s'intéresse à la liberté. Et de ce fait de savoir si vous faites les choses consciemment, volontairement ou pas. Faire son devoir, c'est une liberté. Faire son devoir, c'est faire quoi? C'est obéir à l'exigence qui dit, au fond, comporte-toi d'une manière libre. C'est ça le devoir. Il n'y a qu'un seul devoir, c'est la liberté. Et donc, je crois qu'il nous faut être à la fois dans le réel, être personnel et être créatif. Pas mal quand même. C'est pas mal. Donc, si je vous ai bien compris, la morale s'occupe, on va dire, de l'homme, a un sens de l'homme, et l'éthique a un sens du réel. Du réel, et les valeurs, l'individu vivant. Par exemple, le paradoxe des valeurs est la suivante. À un moment, parce que j'ai le sens de la relativité des choses, je puis dire, par exemple, je préfère quelque part quelqu'un qui ne respecte pas telle règle, mais qui est vivant, plutôt que quelqu'un qui la respecte et qui est complètement frustré. Et là, j'introduis une relativité, c'est-à-dire je regarde l'individu vivant et la créativité de ce qu'il fait. Et je m'aperçois qu'au cours de l'histoire de la philosophie, vous avez des penseurs qui ont pensé dans ce sens. Par exemple, les penseurs de l'éthique, Aristote, Spinoza, c'est des penseurs du réel. Les penseurs de la morale, Kant, c'est un penseur de la liberté. Et le penseur de l'individu vivant, Nietzsche, c'est le penseur, c'est Nietzsche, vous voyez.
Et donc c'est avec tout ça, à mon avis, qu'il faut jouer. Et le problème qu'il faut oublier, c'est le problème de la société, le problème de la violence. Ça n'est pas de l'ordre de la morale, c'est une autre affaire. C'est une affaire de police. Qu'est-ce qui est le plus philosophique? Est-ce que c'est l'éthique ou est-ce que c'est la morale? Si je comprends bien, tout est philosophique. J'ai quand même plutôt la morale, non? Non, j'ai besoin. C'est quand même plutôt l'éthique, je veux dire. Mais non, j'ai besoin de tout. L'éthique, vous parliez de tenue au départ. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est rentrer dans le réel, mais derrière l'éthique, vous avez le fait de trouver que le réel est une belle chose et une bonne chose, et j'apprends à me tenir dans le réel. C'est-à-dire, ça se termine comment l'éthique de Spinoza? Un énorme oui à la vie, qui consiste à dire la vie a toujours quelque chose à m'apprendre, et c'est ça le bonheur. Curieusement, c'est exactement ce que dit Épicure. Soyez heureux, soyez philosophe. Au lieu de maudire le monde, réconciliez-vous avec lui et étudiez-le, vivez les choses. Donc là, nous avons une magnifique leçon d'éthique. En général, on parle beaucoup d'éthique. Et on a raison de le faire, parce que c'est ce qui nous permet de nous insérer dans la réalité. Bertrand Vergely, on se demande tous comment conduire sa vie, et ce qu'on va faire, ce qu'on fait de sa vie. Est-ce que la morale aide à ça? Bien sûr, parce que la morale, c'est la question qu'on se pose et qui dit « qu'est-ce que tu veux ?» Je trouve que c'est une question qui fait le ménage, et qui nous met devant nous-mêmes, et qui est la vraie question morale. C'est-à-dire la morale, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pas une affaire de bien ou de mal. C'est une affaire de personne, et on est moral quand on réveille en soi l'individu moral qui a une espèce de fort intérieur. Jean Kelevitch parle du fort intérieur et de cette force morale qui fait qu'à un moment, un individu se lève, il dit ce qu'il veut et il réveille les autres. Voyez ? Et donc tout le problème de la morale, c'est d'acquérir de la volonté. S'il y a un bien et un mal en morale, on pourrait dire le bien, c'est la volonté, c'est de vouloir quelque chose, et le mal, c'est de ne rien vouloir et de se laisser aller complètement par les événements. Et est-ce que ça s'enseigne? Est-ce qu'il peut y avoir des cours de morale? Je vous demande ça parce que vous êtes philosophe et vous enseignez vous-même à l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, je crois qu'il ne peut pas y avoir de cours de morale systématique tel qu'il y en a eu, à la fois dans l'Église catholique et à la fois dans la République française, où il y avait la liste de toutes les vertus, et puis on les enseignait d'une manière systématique. La morale se pratique, et la morale, je dirais, alors on enseigne la pratique de la morale, et non pas le système de valeurs que l'on ne pratique pas. Voyez ? Donc je crois que c'est pas, on a transformé la morale en un code juridique que l'on ne pratiquait pas et qui servait davantage à régler la conduite de son voisin que sa propre conduite. Il y a une très belle chose que dit Jean Kelevitch, il dit la morale n'existe pas, il n'existe que des gens moraux. La vertu n'existe pas, il n'existe que des gens vertueux. Je veux dire par là qu'il n'existe que des gens qui pratiquent et qui, à partir de cette pratique, racontent leur expérience. Qu'est-ce qui m'intéresse en morale? La difficulté que j'ai d'avoir de la volonté et d'être libre, et la façon dont quelqu'un va me dire comment lui, il s'est pris pour arriver à la liberté. Là, j'ai affaire à une véritable leçon de morale. D'autre part, j'ai besoin d'être éclairé par rapport aux confusions que je fais. Mais ça doit être vivant. On devrait apprendre la morale dans le plaisir, comme Jean Kelevitch l'a enseigné. C'est un bonheur d'écouter Jean Kelevitch parce qu'il a le véritable sens de la morale vivante. Mais ce qui est terrible pour le monde, c'est qu'on a rendu la morale extrêmement ennuyeuse. On les a habillés avec les habits d'une veuve. Alors que, en fait, c'est quelque chose, c'est une robe de mariée qu'il lui faudrait. Alors, vive les robes de mariée, nous sommes heureux ici à Philophile de vous entendre dire, Bertrand Vergely, que la morale et la philosophie, c'est joyeux. N'oubliez pas, Pascal dit la plus belle définition de la morale, la vraie morale se moque de la morale. Parce que la vraie morale vient de l'homme vivant, elle n'est pas un système. Et donc Pascal a fustigé les systèmes moraux, il a fustigé les discours, le prêchi-prêcha moralisateur, qui est absolument insupportable, voyez. Mais je pense que tout le monde est intéressé par la vraie morale qui lui parle de sa volonté, de sa liberté, et personne n'a envie d'avoir affaire à un policier devant soi parlant de mesures répressives. En ce domaine-là, il faut peut-être de la répression. Ça, c'est un problème politique, c'est un problème de gestion sociale, mais en morale, on devrait la prendre par le haut. On a enseigné la morale dans la terreur, vous voyez. Il y a un moment, il y a un cardinal qui disait la religion, ça s'apprend avec la terreur et les faillots. Eh bien, il y a des gens qui pensent que la morale, n'est-ce pas, ça s'apprend dans la terreur. C'est l'inverse. Et vous voyez par exemple Spinoza, qui ne parlait pas de morale, mais termine l'éthique
en disant ce n'est pas parce que nous réprimerons nos passions que nous serons heureux, mais parce que nous serons heureux, nous serons vertueux. Et donc le problème, il est là, il est à un moment d'avoir une éthique, c'est une éthique du oui, et une morale, c'est une morale de la personne. Donc la plus belle chose qu'on puisse dire en morale, d'abord aime-toi toi-même. Arrête de te détester. Ça, c'est moral. Et ça nous va bien. Midi dans le salon de la duchesse, il m'a dit que tu fais de ta jeunesse. Elle était seule qui s'aime encore. J'avais beaucoup de gloire et peu d'amour. Il m'a raison de rester pour l'heure près de tout seul. Qui s'aime encore. Mon désespoir est sur le pied des aurores. Je suis bien mieux sur celui des étoiles. J'ai suivi les étoiles et les violons. Karen sur France Inter, midi dans le salon de la Duchesse. Bertrand Vergely, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que la morale n'avait que faire finalement du bien et du mal, que c'était peut-être une vision réductrice de la morale que de penser ainsi, mais tout de même, ne me dites pas que la morale peut être du côté du mal, donc elle est du côté du bien. Alors je vais définir tout de suite ce que j'appelle le bien et le mal. Le bien et le mal sont des sens ontologiques. Quand je parle du bien et du mal, je parle de quelque chose d'absolu. Et l'ontologie, peut-être une parenthèse. Alors, ontologique, c'est les sources fondamentales de l'existence qui relèvent de l'être, qu'on appelle la plénitude de l'existence et de la pensée. Vous pouvez répéter? Les sources fondamentales de l'existence qui relèvent de la plénitude de l'existence et de la pensée. Le but de la philosophie, c'est de faire comprendre à l'homme qu'il a une source fondamentale et qu'il est un être qu'on appelle spirituel, c'est-à-dire un rassemblement d'existences concrètes et de pensées qui, quand on le vit, débouche sur la plénitude. Donc ça amène, c'est l'essence de la réalité. Au départ, la réalité est infinie, magnifique et belle. Par là même, j'appelle le bien, le fait d'être en conformité avec son être. Et j'appelle le mal le fait de ne pas être en conformité avec son être. Ce qui est mal, c'est de banaliser les choses, c'est de les rabaisser, c'est de vivre dans une vie médiocre. La pire des choses, c'est de tuer l'esprit de l'homme et de ne pas lui expliquer qu'il est un être fondamental avec en lui quelque chose de phénoménal. Donc la seule chose extrêmement grave de ce point de vue-là, Spinoza le disait, c'est la tristesse.
c'est le fait de maudire l'existence et même, je dirais aussi, de maudire Dieu. C'est-à-dire que là, on est dans l'ordre de la relation fondamentale qui concerne la métaphysique, l'ontologie, la religion bien pensée, la théologie quand elles sont profondément enseignées. Tout ça, ça nous parle de cette source-là. C'est pour ça que je dis, là, on est hors morale. Et la question du bien et du mal, nous l'avons ramené à la question de l'homme en disant le bien c'est ce qui est bon pour l'homme et le mal ce qui est mauvais, ce qui peut mener à deux choses, c'est-à-dire à une vision totalement égoïste, et bien ce qui me fait du bien et mal ce qui me fait du mal, ou alors le bien et le mal devient une espèce d'absolu que l'on plaque sur la société et qui sert uniquement à gendarmer celle-ci. Normalement, la notion du bien et du mal, c'est une très profonde méditation qui nous amène, et ça ne devrait pas être enseigné dans la terreur. Alors, la question du mal, c'est-à-dire nous, on se positionne uniquement dans les questions de morale par rapport à la violence et au mal. Et ce que m'apprend la philosophie, c'est qu'il faut se situer vis-à-vis de la vie. Le mal est un des problèmes de la vie, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'apprendre aux gens ce qu'ils ont comme trésor et comme possibilité à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je dirais que le mal, c'est de ne pas leur enseigner ça. Donc, tout découle de ça. C'est-à-dire, moi je pense que s'il y a de la violence, s'il y a des meurtres, s'il y a des abominations, c'est que peut-être on n'a jamais enseigné aux hommes quelles étaient leurs sources. Et moi, ce que m'a appris l'expérience de la pensée, les textes, quand on a commencé à analyser la morale, l'éthique, les valeurs, j'ai découvert tout d'un coup des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui se dit habituellement dans la société, qui n'est pas condamnable. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'homme? Bien, d'abord, un sourire. D'abord, j'ai appris joyeusement les choses, et d'autre part, j'ai appris à arrêter de penser dans la peur, dans la paranoïa, et de répéter ce que tout le monde dit, c'est-à-dire, que fait donc la police, que fait le gouvernement, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à la jeunesse actuelle, au tempora, au mores, ne trouvez-vous pas qu'il y a une débâcle des mœurs? Le philosophe ne rentre pas là-dedans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous apprend, il vous dit pense, va dans la pensée. Et là, je dirais que ça fait le ménage. Il suffit que quelqu'un dise maintenant on va vraiment parler de morale, on va vraiment parler d'éthique, et tout d'un coup, on s'aperçoit que le vrai problème, c'est la pensée. La pensée, c'est la vie avec la profondeur. Je me sers de mon intellect, je me sers de ma conscience, je rentre dans la profondeur de ma vie, et tout d'un coup, là, j'ai trouvé quelque chose qui me règle, mais qui me règle sans me réprimer. Là, je comprends que cette loi fondamentale, qui est de dire « tu es un être vivant », c'est quelque chose qui va dans le sens de ma liberté. Et donc, les cours de morale dont vous parliez, ça doit être des cours de liberté, des cours de liberté d'esprit, des cours d'enthousiasme vis-à-vis du réel, des cours de créativité individuelle et des cours d'approfondissement ontologique. Faire monter son moi profond à la surface? Absolument, c'est ça? Absolument. Et la question du moi étant la plus importante, la question de la personne. Nous sommes là pour expérimenter ce truc phénoménal qui s'appelle l'homme et qui est tout d'un coup le fait qu'il y ait une nature qui devienne consciente et qui est capable de splendeur. Vous savez, les plus beaux commentaires du Talmud où se trouve la loi fondamentale d'Israël s'appelle le livre de la splendeur. Hein, donc c'est très beau quand on va dans les grands traités théologiques. De quoi parle la morale? De la béatitude, de la félicité, de la splendeur, de l'émerveillement. Voilà, c'est là, c'est le centre de la morale. Je dirais, c'est un crime que de ne pas parler de cela. N'auriez pas une pièce de trop, mes frères? Allez, tuez-moi, sale petit lâche! Je ne peux plus vivre de toute façon. En tout cas, pas dans un monde si dégoûtant. Oh, et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde? C'est dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi ni ordre nulle part. Il est dégoûtant parce qu'il laisse les jeunes s'attaquer aux vieux comme vous faites. Oh, c'est plus un monde de vivant pour les vieillards. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui notre monde? L'homme est sur la Lune, on expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles, mais on ne fait plus attention ni aux lois ni à l'ordre de notre monde.
Un monde sans bonne intention et sans bonne volonté que celui qui est décrit par Stanley Kubrick, Orange Mécanique, c'était il y a plus de 30 ans. C'était assez visionnaire quand même en 71. Ah oui, tout à fait. 1971. Mais je pense qu'il a posé d'une manière géniale le double aspect de la violence. C'est-à-dire d'une part la fascination esthétique pour la violence. Il y a des tableaux extraordinaires où on voit ces jeunes voyous qui vont en dansant commettre les crimes les plus épouvantables et les viols, et mais d'autre part également les solutions qu'on veut donner à la violence qui consisterait à lobotomiser les délinquants, les violeurs, les assassins, ben ce sont des choses extrêmement graves, si vous voulez. C'est-à-dire, d'un côté, on a affaire à une brute, à quelqu'un, et de l'autre côté, on a affaire à des machines. Et donc, on ne pense pas. Et ce qui n'est pas dit, c'est où est l'homme ? Où est la relation de soi-même avec soi-même? Alors c'est là que toutes les sagesses sont passionnantes, puisque, au fond, que l'on prenne Socrate, que l'on prenne Descartes, mais que l'on prenne également les grands maîtres zen et tout, tous ont une pratique d'éveil qui commence à dire « prends contact avec toi-même, dis quelque chose que tu sens ». Et à partir de là, on commence à raisonner et à entendre résonner en soi une voix. C'est-à-dire, je pense que l'expérience de la pensée, c'est vraiment l'expérience de la voix intérieure, de l'homme intérieur qui vous parle et qui à un moment vous permet, je dirais, de vous guider. Mais Bertrand Vergely, je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un petit précis de morale et que vous êtes professeur de philosophie à l'Institut d'études politiques. Dans ce cheminement pour apprendre à bien user de soi, on va dire, qu'est-ce que vous faites de la passion, voire même des passions humaines? Eh bien, vous savez, la passion, c'est quelque chose qu'il faut prendre d'une manière dynamique. Le problème de la passion ne se trouve pas dans la passion. La passion, c'est la pire et la meilleure des choses. C'est la pire des choses quand c'est le passionnel, quand c'est l'excès, quand c'est la violence, quand c'est le délire. Mais c'est la meilleure des choses quand c'est l'enthousiasme. Donc qu'est-ce que c'est que le problème de la passion? C'est savoir passer d'une passion négative à une passion positive, c'est savoir transformer un délire destructeur en une espèce de folie inspirée. On ne supprime jamais la folie des hommes, simplement on peut en faire avec de la boue, eh bien on peut faire des vases et on peut faire même des diamants. Donc c'est ça le travail de la passion. Ce n'est pas commencer à exalter la passion ou à un moment à la rejeter, c'est la transformer. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie? C'est un art des transformations, c'est un art des alchimies. Il faut venir aux hommes et leur dire, tu vois, il y a de la boue en toi, mais tu vas en faire de l'or. Et je vais t'apprendre à trouver cet or. Voilà. Et donc, c'est ça qui est merveilleux dans la pensée. Quand c'est bien fait, ça s'appelle la bonne dialectique, le retournement de la pensée. Nous sommes là pour nous retourner, opérer des vraies révolutions. Et les vraies révolutions, c'est quand je trouve de l'or là où il y avait de la boue. Et l'horreur dans laquelle on est, c'est là où il y avait de l'or, on en fait de la boue. Donc nous sommes à notre manière des révolutionnaires, nous ramenons les choses dans leur or primordial. Vous évoquiez tout à l'heure Vladimir Jankélévitch ou Jankélévitch, comment est-ce qu'on prononce d'ailleurs? Moi je dirais Jankélévitch, mais il y a des gens qui l'appellent Jankélévitch. Allons-y alors pour Jankélévitch, nous allons l'entendre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, par exemple, juste, soi-disant juste, et qui serait menteur, qui serait pas sincère? C'est qu'il n'est pas juste non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un homme d'amour qui serait injuste? Remarquez, il est peut-être injuste en faveur de celle qu'il aime, par exemple, là c'est possible, mais c'est autre chose que l'injustice, c'est quelque chose de plus profond. Donc il est bien évident que quelqu'un qui serait un homme sincère, et qui en même temps serait injuste, et serait haineux, eh bien, je dis il n'est pas sincère, n'est-ce pas, parce que la sincérité englobe tout cela. Donc chaque vertu est comme un être de cristal, dans lequel on voit par transparence toutes les autres. On peut lire tout en chacune, en filigrane, en quelque sorte. Ça déprécie beaucoup la classification des vertus, et c'est pourquoi c'était très démodé, c'est au Moyen-Âge qu'on faisait ça, ou chez les Grecs, n'est-ce pas, on les énumérait l'une après l'autre. Donc cette classification, au fond, n'a pas tellement d'intérêt. Aucun intérêt donc pour cette classification des vertus, pas plus d'ailleurs qu'il y en a une à élaborer une sorte de hit parade des valeurs, c'est ce qu'on passe notre temps pourtant à faire. Oui, ça c'est des problèmes, je dirais, pardonnez-moi, un petit peu journalistiques. Bon, on essaye de voir le côté tendance, si vous voulez, de la société. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de système de morale, il n'y a que des gens qui la pratiquent. C'est un peu comme ce que disait Descartes, il n'y a pas la vérité, il y a des hommes vrais et il y a des hommes qui tâchent de s'éveiller. Il n'y a pas des hommes qui sont conscients, il y a des hommes qui sont en train de s'éveiller. C'est-à-dire, il faut tout remettre dans la dynamique.
Et là où Jean Skelevitch est remarquable, c'est qu'il parle de la justice à partir de la justesse, et de la justesse à partir de ce qu'il appelle l'homme de cristal et que j'appelle l'or intérieur. C'est-à-dire être dans cette relation à soi-même qui fait que, eh bien, à un moment, on aboutit à la vie pensée. Et c'est ça le lien. Et là, on retrouve l'idée de la morale. Si je faisais les choses par liberté, il n'y aurait plus besoin de police et d'État, il y aurait autre chose. Au lieu d'essayer d'arriver à prendre le départ, je prendrais le départ, n'est-ce pas, pour m'élancer. Et je crois que c'est là où Jean Kelevitch dit des choses tout à fait extraordinaires. Que vous reprenez d'ailleurs, enfin certaines en tout cas dans votre livre, il faut avoir mauvaise conscience, disait-il, écrivait-il, c'est l'essence de la morale, parce que qui dit mauvaise conscience dit conscience. Mais tout à fait, et je crois qu'il est revenu à un moment contre une tendance née chez Nietzsche, chez la psychanalyse, à dire que, au fond, la culpabilité, c'était quelque chose de très mauvais. C'est quand même très ennuyeux quand on dit ce genre de choses, parce que quand on a affaire à Klaus Barbie, qui n'a pas eu un mot de regret pour ce qu'il avait fait, même chose chez Papon, on est effrayé. Et donc on ne peut pas dire aux gens que vous vivez sans culpabilité. Le problème de la culpabilité, c'est le problème de la haine de soi, ce qui n'a rien à voir avec la culpabilité. Quand j'ai une culpabilité, je vis une expérience intérieure extraordinaire. Il y a deux expériences intérieures extraordinaires. Le premier, c'est la mauvaise conscience, et le deuxième, c'est, je dirais, le moment de bonheur et le contentement intérieur. La mauvaise conscience, c'est que je sens que j'ai mal fait. Pourquoi? Je suis pas dans mon être. Je suis pas bien avec moi-même. Je suis pas content de moi. Ben ça, c'est la voix du ciel qui s'exprime à l'intérieur de l'être. La punition prend tout son sens? Alors, la punition, c'est autre chose, parce qu'il ne faut pas confondre la répression en termes de police d'une société qui se protège, pour de bonnes et de mauvaises raisons, parfois, et puis, d'autre part, la question de la punition et du châtiment, où à un moment, la punition, la véritable, elle est librement acceptée, voire demandée, par celui qui éprouve le besoin de réparer et de donner quelque chose. Donc, le vrai problème de la punition, ce n'est pas le juge qui l'impose, c'est celui qui a commis la faute qui la demande. En toute conscience. En toute conscience. Finalement. Et comme disait Hegel, c'est une chance que de punir quelqu'un, ça veut dire qu'on lui donne la possibilité de se comporter comme un citoyen et de participer au banquet social. Donc, en fait, qu'est-ce qui a effrayé dans la punition? C'est ce qu'a décrit Michel Foucault dans Surveiller et punir, c'est qu'on se servait du châtiment pour parler d'autre chose et terroriser les gens qui regardaient autour du châtiment. Et donc on a fait un spectacle social destiné à intimider en disant à la société « Regardez ce qui va vous arriver si vous êtes contre le roi ». Ça c'est le supplice de Damer. Mais la punition c'est pas du tout ça. Ça c'est le supplice, c'est une horreur. La véritable punition est assez joyeuse. J'ai fait une faute, je demande à l'autre le droit de la réparer et il me la donne. C'est lourd de sens ce que vous dites, parce que j'imagine par exemple qu'en ce moment, il y a des gens en prison qui sont en train de nous écouter. Et oui, mais parce qu'on se... Et vous pensez qu'on peut prendre joyeusement le fait d'être incarcéré? Je pense actuellement que c'est une condition dramatique. Pourquoi? Parce que une bonne partie de la population carcérale est laissée livrée à elle-même sans qu'on s'occupe d'eux. Et on est davantage dans une répression qui ne résout pas le problème. Une partie des gens sortent de la prison furieux, décidés à être encore plus délinquants qu'ils ne l'ont été. Pourquoi? Parce que on est davantage préoccupé par... on pense dans l'urgence, on organise mal les choses. Les lieux de prison devraient être des lieux où on se soigne, où on apprend des choses qu'on n'a pas appris. Alors il y a des prisons qui le pratiquent. Et il y a des prisonniers qui disent assez juste que je paye ma dette vis-à-vis de la société, mais l'ensemble est tellement mal fait, malheureusement pour des tas de raisons, de bonnes et de mauvaises raisons, qu'on n'arrive pas à mettre en mouvement la conscience qui devrait naître de tout ça. Vous voyez? Bertrand Vergely, certains disent qu'il n'y a pas assez de morale, d'autres trouvent au contraire qu'il y en a trop. On peut par exemple aller jusqu'à en politique mener des actions, voire même des guerres avec des arguments moraux. On pense à des guerres justes, on pense à ce que un certain monsieur Bush a dit au sujet de la guerre en Irak. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je pense le plus grand mal de tout ça, parce que je pense qu'il y a une confusion complète des ordres. La politique et la morale, il est faux de les confondre, il est faux de dire qu'elles n'ont rien à voir. Il faut être et politique et morale, et il faut parler des problèmes à deux niveaux, tout à fait différents. La morale, c'est l'homme que je suis. La politique, c'est la vraie question de l'homme à l'intérieur
de la cité, est-ce que l'homme existe? C'est Rousseau qui a défini la politique. La politique, ça veut dire on vit pas tout seul, on vit avec les autres. Ça veut dire on vit pas dans l'abstrait, mais on vit dans le concret. Et ça veut dire également, on vit pas de façon impersonnelle. Donc la vraie question en politique, c'est de dire, est-ce que actuellement nous sommes des êtres qui mettons en œuvre un monde qui s'occupe de l'homme concrètement et qui s'occupe de l'homme personnellement. Ça, c'est faire de la politique. Rousseau nous dit, les inégalités, les injustices, elles viennent quand à un moment on parle pas de l'homme. Et tout le but de la politique, c'est de permettre à la morale de s'exprimer et non pas de lui empêcher de s'exprimer. Alors, nous avons affaire à des problèmes qui, là encore, sont des problèmes de police, c'est-à-dire le problème essentiel, c'est le problème de l'honnêteté de l'homme politique. Et ça, c'est de la même manière que le problème de la violence, si vous voulez. C'est quelque chose qui n'est pas ni un problème spécifiquement politique, ni un problème spécifiquement moral. C'est un problème extrêmement pratique. Et je crois qu'actuellement, on confond les domaines. La façon dont les Américains se sont servis du scandale Monica Lewinsky pour faire tomber un président est une véritable honte. Que les Français, de ce point de vue-là, jamais ne serait permis d'utiliser une affaire conjugale, des histoires d'alcôve, pour faire chuter quelqu'un. D'autant plus que l'un des procureurs qui a fait chuter a lui-même trompé lui-même sa femme et a dû démissionner. Donc on était dans une espèce de farce. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on parle de morale en politique, il faut se méfier, ça veut dire qu'on l'utilise. Mais il faut également ne pas faire de l'immoralité une sorte de levier politique, ça va être une tendance en disant, puisque la morale c'est réactionnaire, l'immoralité c'est révolutionnaire. C'est aussi moralisateur que la morale. Je veux dire, ne parlez pas de ça, parlez de problèmes réels et demandez-vous d'abord si vraiment l'homme existe dans tout ça. Bonne question de Rousseau, toujours se fixer sur l'homme et pas sur des idées, des abstractions, indépendamment de tout contenu. Toujours s'impliquer à l'intérieur de soi en disant qui je suis. Qu'est-ce qui est dangereux en politique? C'est de parler à un moment de règles dans lesquelles je ne m'implique pas. Et là, je suis un hypocrite et je suis un pharisien. Vous voyez, donc je crois qu'il faut arrêter ce genre de choses, il faut arrêter de mentir. Et à un moment, le président des États-Unis, qui sait très bien qu'il a utilisé la morale pour des fins qui étaient des fins tacticiennes et politiciennes, il a menti. Laissez passer. Laissez passer. Et qui êtes-vous donc? Je m'appelle Gandhi, Mohandas Gandhi. Qui que vous soyez, nous ne voulons pas de vous ici. Je vous conseille de remonter dans ce train avant qu'il ne reparte. Ces gens ont besoin de moi. Écoutez, je peux vous faire arrêter si vous préférez. Et pour quel délit? Je ne veux pas de fauteur de trouble. Un citoyen indien qui voyage dans son propre pays n'est aucunement un fauteur de trouble. J'espère pour vous, monsieur. Teacher in this land on the finest of cottons and the hippest of brass and all the letters down the capital R, but it's the only thing, it's the only thing, it's the only Quand on lutte pour une juste cause, les gens ont l'air de jaillir des trottoirs, comme vous venez de le faire. Même quand cela est dangereux ou
Eh oh, vise un peu ce qui arrive. Un pasteur blanc avec une brebis toute noire. Vous ne pensez pas que... Le Nouveau Testament ne dit-il pas que si l'ennemi te frappe la joue droite, tu dois lui tendre la gauche? Oui, enfin, à mon avis, la phrase est une métaphore, car je doute que notre Seigneur... J'en suis moins sûr que vous. J'ai beaucoup réfléchi à la question et je le soupçonne d'avoir voulu nous inciter au courage. Et à être prêt à prendre un coup, même plusieurs, pour bien montrer qu'on ne ripostera pas plus qu'on ne se détournera de sa route. C'est une attitude qui, aussitôt réveillant l'homme quelque chose qui fait que sa haine à votre égard diminue et que son respect augmente. Extrait du film Gandhi de Richard Attenborough. Est-ce que c'est sinon un modèle, du moins une référence en matière de morale, Bertrand Vergeliat, Gandhi? Je vous étonnerai en disant oui et non. La figure de Gandhi est remarquable. Mais je pense que le problème de la non-violence est un problème très mal posé. Je pense qu'il est aussi absurde de vouloir ériger la violence en système que la non-violence en système. Et d'ailleurs, Gandhi lui-même a dit, entre la violence et la non-violence, je choisis la non-violence, mais entre la violence et la lâcheté, je choisis la violence. Donc, je crois qu'il y a des limites à la non-violence. L'intérêt, c'était d'éviter un bain de sang au moment de la décolonisation, mais par là même, j'ai envie de dire, la non-violence est un petit peu absurde. Enfin, je suis frappé quand il y a des manifestations non-violentes. On voit une ville saccagée, à feu et à sang, avec des barricades partout, et on entend le journaliste dire c'était une manifestation pacifiste. Les pacifistes sont furieux contre la guerre. Vous en avez après les journalistes, hein? Comment? Vous en avez après les journalistes? Non, pas du tout. J'ai beaucoup, parce que je pense que j'aime pas du tout qu'on les critique trop, parce que je m'aperçois tellement font très très bien leur travail. Non, mais c'était pas pour vous entendre dire ça, hein, non, mais c'est ce que je pense. Non, mais c'est quoi je pense, c'était... C'est paradoxal, effectivement. Voilà, mais en tant qu'homme, c'est un saint, enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais est-ce que c'est une question de nature, d'être moral ou pas? Est-ce que c'est une question, est-ce qu'on est, du verbe naître, moral? Surtout pas. Surtout pas? Surtout pas. Mais on est habité par la vie. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, la moralité, c'est vous qui allez la faire apparaître. Mais le fait qu'on est vivant fait qu'on porte en soi, d'une part, le sens du réel, le sens du personnel, le sens de la créativité et le sens ontologique. Et qu'à un moment, on écoute cette voix. On l'écoute pas. C'est ce qui arrive à Augustin dans les Confessions. Vous avez parlé du sens du sacré, vous parlez d'Augustin au même moment. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que le sacré? C'est le fait qu'il y ait quelque chose d'inviolable dans l'être humain qui fait qu'il est éminemment respectable et qu'il y a en lui quelque chose à quoi on n'a pas le droit de toucher. Mais il faut pas apprendre le sacré négativement. Parce que le sacré, c'est pas je ne te viole pas, ce qui est une manière négative de penser les choses. Je me situe déjà, disons, dans une attitude défensive. Je pense qu'il faut avoir une vision non pas dynamique. Et Emmanuel Lévinas a écrit un très beau livre qui s'appelle « Du sacré au saint ». Et qu'est-ce que c'est que le saint? C'est celui qui a développé le côté précieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai pas le droit de violer quelqu'un? C'est que l'être humain est tellement précieux que je gâcherais la plus belle chose du monde si je faisais cela. Et donc je dois apprendre les choses. Qu'est-ce que c'est que le saint? C'est celui à travers lequel on voit le côté précieux de la vie, parce qu'il a des gestes, parce qu'il a des paroles. Donc le saint n'est jamais saint en permanence, ça n'existe pas d'une manière stupide. Il y a des saints qui ont dit des bêtises, il y a des saints qui ont fait des erreurs. Même quelqu'un comme saint Augustin, quand il écrit la Cité de Dieu, quand il organise une église complètement répressive, eh bien, est terrifiant. Il a dit des choses aussi sublimes qu'il a dit des choses aussi terribles. Mais, à l'inverse, vous pouvez avoir un voleur qui tout d'un coup laisse apparaître par des gestes sublimes un côté précieux en lui. Et à ce moment-là, on voit le visage. Qu'est-ce que c'est que le visage? C'est le fait qu'à un moment, eh bien, ça a une figure. On peut perdre la face et son visage, on a perdu sa lumière, son côté précieux, ou bien tout d'un coup, on voit apparaître celui-ci. Et on dit, tiens, tu as repris un visage, je vois de nouveau la lumière en toi. Voyez? Donc c'est là où j'aurais un sacré qui est passé par le biais de la pensée philosophique, et dans lesquels on en comprend le sens. Le sacré dont on ne comprend pas le sens, c'est un sacré absurde. Et il y a du sacré absurde, c'est quelqu'un qui idolâtre quelque chose et qui dit, ça pour moi, c'est sacré, on n'y touche pas. Non. On n'y touche pas, mais c'est le point de départ pour une aventure dynamique vers le précieux qu'il y a
dans l'être humain. Et pour le philosophe, la morale est relative ou elle est universelle? La morale n'est pas partout la même, forcément. Vous citez d'ailleurs entre les pays, les cultures du Nord, du Sud, entre les pays pauvres et les pays riches. Non, alors il ne faut pas confondre les systèmes de code qui sont complètement variables à travers le temps, l'espace et les cultures, et je dirais les représentations que la société se fait de la morale et de ce qu'elle prétend admettre ou pas. Donc ça, c'est le côté tendance de la société, avec de l'autre côté quelque chose qui est absolument universel, c'est le fait que quelqu'un fasse apparaître l'intelligence morale. Et ça, c'est universel. Alors, à un moment, vous avez des êtres qui, parce qu'ils sont personnels et libres, font entendre une autre voix. Et sont tellement étonnants dans les populations du monde qu'on en parle encore. On parlait à un moment, les Romains ont parlé de la figure de Caton, le sage, qui était inflexible, et ça nourrit des générations, vous voyez. Et chez nous, des hommes moraux, vous avez parlé de Gandhi, il est tellement exceptionnel de voir quelqu'un qui dit, on va essayer de régler le problème d'une manière responsable, dans l'intelligence, en ayant, et en vivant ça jusque dans la mort. Alors là, on se dit, on en parle encore. Vous voyez, Luther King, c'est la même chose, grande figure morale. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans une société laïque. Et pourtant, elle se reconnaît parfois dans les grandes figures religieuses. Et l'inverse est vrai. Il y a des sociétés dites religieuses qui admirent des laïcs comme étant des grandes figures. Donc il y a une grande liberté dans tout ça. On aura senti votre passion pour la morale, Bertrand Vergely, pour autant il ne faut pas tout en attendre non plus. Non, il faut attendre de soi, et non pas d'une règle abstraite. Donc attends-toi toi-même, sois au rendez-vous de toi-même. Merci Bertrand Vergely. Petit précis de morale, c'est donc le livre que vous publiez chez Milan. Il y a aussi Petit précis de philosophie, qui est également signé par vous et qui est aussi publié chez Milan. Merci à vous d'être venu. Merci à vous Au revoir. De m'avoir invité, merci. Merci à Valérie Ayestaraï, Nathalie Romero, Gilles Perron et Anne-Laure Cochet.